j'espère que donner à son pays, pour vous donner une idée, en 2022, en 2002, il a lancé le plus grand centre de loisirs de la Méditerranée. À l'époque, personne n'investissait $1 au Liban. Et son pari a réussi. Aujourd'hui, c'est un endroit. Non, ce n'est pas sa seule activité, bien sûr. On n'est pas là pour ça. Et je ne peux pas dire plus parce que je ne peux pas dire, par exemple, depuis quand on se connaît, parce que... Dis qu'il a fait ma campagne présidentielle en 89 et qu'il a failli en mourir. Ah oui, oui. Bon, je te donne la parole, Roger, et puis les gens vont arriver au fur et à mesure. Merci. Voilà. Non, mais prendre le train... Non, moi j'aimerais aller directement aux questions-réponses aussi tôt que possible. L'objectif de mon tour international, je reviens de Washington hier. Déjà, j'ai fait une réunion hier soir à Paris. Je ne vais pas dans une administration ou auprès d'un gouvernement officiellement. Je rencontre les parrains de la politique dans un pays parce que j'ai des relations que j'ai développées depuis au moins 40 ans. Parce que j'avais mon pied-à-terre à Washington, comme à Paris, comme ailleurs, comme en Arabie Saoudite, où j'ai fait de très grands projets, les aéroports, l'université de Riyad, la base militaire d'où sont conduites tout ce qui est Air Defense and Command Control. Là, ma société fait le Pentagone saoudien, un dessin magnifique, qui sera 2 fois plus intéressant au moins que le Pentagone américain, pour vous donner une idée. Avec la différence que, quand vous allez dans le Pentagone aux États-Unis, c'est comme si vous circulez à pied à Paris, sur le périphérique pour aller d'un point à un autre. Oui, par contre, ce qui a été conçu, c'est un arbre où vous avez au centre le commandement, le ministre, les grands généraux, et cela va dans des branches sur des ponts intérieurs, un design magnifique. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure parce que nous étions avec Alice là. Pour ce qui est du Liban, ce qui m'intéressait particulièrement durant cette visite, c'est de discuter les accords qui ont été signés entre l'État libanais et Israël et les accords non déclarés qui sont intervenus entre le Hezbollah et Israël sur les frontières, pour ce qui est du Hezbollah, sur les frontières maritimes et les frontières terrestres, et où en principe nous récupérons nos frontières internationales reconnues depuis 1923, reconfirmées en 48-49, reconfirmées dans les accords de 83 du 17 mai. Parce que maintenant, quand Israël s'est retiré du Liban, il s'est retiré sur la ligne bleue. C'est une ligne théorique, ce n'est pas une ligne définitive, ce n'est pas les frontières du Liban. Là, donc le Hezbollah a obtenu un accord de normalisation entre lui et Israël, où il garantit qu'Israël puisse, dans la sécurité de ses drones, par exemple, ou d'autres moyens qui pourraient affecter l'exploitation du gaz et du pétrole offshore Israël. Donc Israël, et on sait aujourd'hui que rien n'est meilleur marché et plus efficace qu'un drone iranien de $20 000. On l'envoie sur un objectif et toute la production est arrêtée. Les sociétés ne sont pas capables d'accepter d'aller travailler dans des conditions pareilles. Donc Israël était devant un dilemme. Ou la guerre, que les Israéliens ne souhaitent jamais en fait. D'ailleurs, ils ont des expériences au Liban qui n'ont pas été heureuses dans leur guerre. Donc, ou la guerre, ou bien il n'y a pas d'accord international pour une telle guerre, ni interrompre leurs relations et leurs négociations en cours avec le régime iranien, et qui est la priorité du président Biden jusqu'à la fin de son mandat.
Parce que le président Biden doit sa présidence au président Obama, et l'équipe du président Obama dirige effectivement et la Maison-Blanche et le State Department, au moins. Et c'est grâce au président Obama qu'ils n'ont pas été humiliés, les démocrates n'ont pas été humiliés dans les élections du Sénat. La différence c'est d'une voix, hein, c'est pas grand-chose. Donc, et il s'est investi pleinement pour pouvoir éviter la grande débâcle, alors que tout le monde attendait la débâcle dans les élections des midterms qui viennent de finir. La deuxième question qui a été discutée avec moi, j'ai remarqué qu'il y a des journalistes ici qui sont intéressés à la question, c'est les chances de négociation concernant ce qui se passe en Europe, notamment une négociation possible avec les Russes pour l'affaire ukrainienne ou la guerre ukrainienne. Donc je pourrais aussi répondre à des questions sur ce sujet. Concernant la présidence de la République, je n'aimerais pas avoir à répondre des questions qui, quoi, comment. Seulement, je pourrais donner, si vous êtes intéressé, une vision de ce que le président de la République peut et doit faire pour sauver le Liban. Parce qu'il ne s'agit pas d'en prendre encore la gestion de crise. Mais là où j'ai été, avec tous ceux avec qui j'ai discuté, au café, on m'a envoyé le message, les choses prendront du temps. Il y aura du temps. Ce ne sera pas dans 2 mois, ni 6 mois, même, on ne sait pas si ce sera dans 2 ans. Mais le Liban doit aller... Bonjour. Antoine. Tout à l'heure, on fera les présentations. Mais que le Liban doit brûler dans ses cendres avant de reconstruire ou de restaurer le Liban. Là, c'est l'unanimité. Gauche, droite. Donc, quel que soit le président aux États-Unis, c'est le mot secret. Donc, ils veulent laisser une certaine continuité, ils veulent préserver ce qu'on peut préserver, mais le Liban a besoin d'être réorganisé, refondé, pour au moins durer dans la paix et dans la stabilité une autre centaine d'années. Parce que la centaine d'années qui est passée, c'était la guerre civile permanente, parfois froide, parfois chaude. Je me tais. Monsieur Eddy, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation rapide de la situation actuelle au Liban? Parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe. 15 ans, tous les 15 ans, une guerre civile ou un civil. Voilà. Aujourd'hui encore, le Parlement s'est réuni pour tenter d'élire un président, et bien entendu, il n'y a pas de président élu. En fait, depuis l'accord de Taïf en 1989, nous n'avons pas eu une seule élection présidentielle en son temps. Pourquoi? Parce que personne n'était satisfait finalement de ces accords. Chacun a son interprétation de ces accords et chacun cherche à réinterpréter ces accords pour prendre aux uns et aux autres. Nous sommes dans une guerre civile permanente froide. Heureusement qu'elle est froide, qu'elle ne va pas dans le sang à nouveau. C'est pourquoi il y a un certain... il y a une idée certaine que le Liban, comme il est, ne peut pas survivre très longtemps. Déjà, il y a effondrement de l'État, effondrement de l'économie, effondrement, vous l'avez lu partout, du système financier. Rétablir et restaurer la confiance dans l'économie libanaise, qui est une économie constitutionnellement libre, donc libre-échange, et restaurer la confiance dans le système bancaire libanais,
qui a été la victime d'un Ponzi scheme auquel les banquiers ont malheureusement participé. Ils disent qu'ils n'avaient pas le choix, mais on a toujours le choix de refuser la corruption d'un Ponzi scheme. Des centaines de milliards de dollars ont été gaspillés depuis 1992, parce que l'Arabie, et c'est pourquoi l'Arabie saoudite est tellement amère dans son rapport avec le Liban, au point que elle ne veut même pas entendre parler au plus haut niveau d'être impliquée dans une opération de sauvetage du Liban. Elle laisse son ambassadeur à Beyrouth, qui n'a aucune autorité dans la famille, auprès de la famille royale. C'est lorsqu'en fait ils changent. C'est un ami à propos, il est sympathique, j'ai pas de problème, mais c'est un Bukhari. Il n'appartient pas à la famille royale, ni directement, ni indirectement, ni au premier niveau, ni au deuxième, ni au troisième. Ayant travaillé avec l'Arabie saoudite, ayant été partenaire du roi Fahd et Salman, je sais que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on peut dialoguer quand on est saoudien. Malheureusement, l'Arabie saoudite, aujourd'hui, elle fait le minimum. C'est pourquoi ils ont envoyé l'ambassadeur à Paris il y a quelques semaines pour essayer de parler de la présidence de la République, mais c'était pas sérieux. Si c'était sérieux, nous aurions eu un président élu. Ils ont établi une liste de 14 candidats acceptables, dont il y a des candidats de compromis. J'ai appris que j'étais dans la liste, mais je ne l'ai pas demandé et je ne veux pas la négocier avec qui que ce soit. Il semblerait que je sois dans les 5 premiers de la liste. Merci. Mais moi, avec toute l'expérience que j'ai de plusieurs campagnes présidentielles, la première dans laquelle j'étais impliqué, c'était en 64, avec Raymond Edé, pour Raymond Edé. La dernière où j'étais impliqué pour quelqu'un d'autre, c'était celle de 82-83 avec Raymond. Moi, j'ai été candidat en 88. J'ai eu l'opportunité à 2 reprises, parce que ceux qui me soutenaient étaient le président de la Chambre, qui avait le bloc chiite, et les dirigeants sunnites, notamment Taqiyuddin Salah, que vous connaissez très bien, Salim al-Hoss, qui dirigeait la campagne. Mais quand ils ont été pour faire l'accord de Taïf, je me suis abstenu d'y aller, parce que je savais très bien où ça allait mener. Et à la mort et à l'assassinat du président Mawad, René Mawad, qui me soutenait d'ailleurs durant ma campagne, à son assassinat, ils m'ont appelé de chez le président Assad, où était présent notre ami, le président Hussein. Et à la fin de la conversation, j'ai posé une question. Parce qu'on a fait 40-45 minutes. J'étais dans mon appartement au Quai d'Orsay, ici à Paris. J'ai posé une seule question. Si dans les 2 ans qui suivent la réforme constitutionnelle implémentée, les 2 conditions essentielles et nécessaires et indispensables qui ont été agréées avec le président Assad, la condition de désarmer toutes les milices et de donner le monopole du port des armes au Liban à l'armée libanaise. Et l'autre condition, le premier redéploiement, vous vous souvenez, le premier redéploiement de l'armée syrienne en dehors du Mont Liban et de Beyrouth, ne sont pas. Alors j'ai posé la question, si ces 2 conditions que vous avez convenues avec Jim Baker, qui était l'envoyé du président des États-Unis et ministre des Affaires étrangères, à Damas, si ces 2 conditions ne sont pas réunies, est-ce que je peux démissionner? Pourquoi j'ai posé la question? Ils m'ont posé d'ailleurs la question dans cette conversation. J'ai posé la question, c'est parce que dans l'une des réunions que nous avions pour ma campagne, chez le président, toi tu étais avec nous d'ailleurs, chez le président Salim al-Hoss, j'avais avec moi le président Husseini et d'autres. À la fin de la discussion, on était content que la campagne marche très bien et tout. Et soudain, Salim al-Hoss me regarde dans les yeux et il me dit, Roger, est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire être président de la République dans les conditions actuelles? Je lui ai dit, pourquoi tu me poses la question? Il me dit, parce que il faut que tu saches une chose. Si moi, lui,
si je peux amener ma femme et ma fille et aller vivre chez toi à Washington, parce que quand il venait à Washington, je le recevais chez moi et il rencontrait les interlocuteurs importants où il pouvait parler librement autour de ma table. Ce serait le rêve de ma vie. Mais quand on a accepté une position qui connaît et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette position est prise, que ce soit Premier ministre, président de la Chambre ou président de la République, il vous considère comme leur homme. Il a utilisé un mot en arabe, sani'atihim. Créature. Leur créature. Sani'atihim. Donc j'ai répété cela au président Assad, en présence du président, au téléphone bien sûr, j'étais là moi. Et il a raccroché tout de suite le téléphone. Donc pour moi, la présidence de la République ne m'intéresse pas s'il n'y a pas les conditions de réaliser deux choses. La souveraineté du Liban, même si elle doit être négociée patiemment, mais pas préalablement à la présidence, parce que préalablement, vous êtes faible préalablement. Quand vous êtes candidat présidentiel, vous êtes faible, parce qu'ils peuvent faire un veto sur vous ou bloquer votre élection. Si vous êtes président, vous pouvez à ce moment-là négocier avec chacune des composantes des nations qui constituent la nation libanaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nation libanaise est une continuité historique, mais quand on a fait le Grand Liban, parce qu'on avait souffert de la famine en 14, on a ajouté, la France a été très généreuse avec nous, elle nous a ajouté au sud, à la Bekaa et au nord, des cités et des régions, mais surtout des régions qui étaient très fertiles, où il y avait beaucoup d'eau, où on pouvait espérer ne pas souffrir à nouveau ce que nous avions souffert en 14. Donc, on s'est retrouvé au bon moment, à cause de l'évolution démographique, normale d'ailleurs, on s'est trouvé avec plusieurs nations dans une nation. Ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est le cas en Syrie, c'est le cas en Irak, c'est le cas en Iran. On parlait tout à l'heure de l'Iran, où il y a plusieurs nations dans une nation. Mais nous ne nous sommes pas organisés pour que plusieurs nations dans un grand Liban, dans une grande nation, puissent croire qu'ils sont de véritables partenaires dans l'État libanais. Il y a un fait qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité des Libanais qui portent la citoyenneté libanaise, et ils sont chrétiens et musulmans à propos, mais qui n'ont aucun mot à dire effectivement dans la gouvernance du Liban. Cela ne pouvait pas durer. Nous avons monté un système, en fait, de privilèges communautaires et confessionnels qui ne pouvaient pas durer à long terme. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde a compris, Libanais et non-Libanais, et observateurs, et puissance internationale, qu'il est nécessaire de renégocier le contrat social. Mais seul un président peut le faire. Mais le président doit d'abord comprendre que son rôle n'est pas un rôle d'un partisan. La faiblesse d'un vieil ami, d'ailleurs, Michel Aoun, que j'ai soutenu durant 15 ans, dont j'ai relancé son mouvement ici dans le Congrès national que j'ai présidé moi-même, il en parlait, comme j'en parle aujourd'hui, qu'un président de la République doit être surtout non partisan, au-dessus des intérêts personnels, des logique de clan, qu'il n'était pas et qu'il ne voulait pas être un président politicien, il voulait être un président national. Tout cela qui nous a réunis à ce moment-là. Malheureusement, dans la gouvernance, il a raté sa présidence. Je ne peux pas dire plus. Il a raté sa présidence. Donc dans l'efficacité, il y a eu un ratage. L'effondrement politique et économique est un ratage, qu'on le veuille ou pas, parce que finalement, on juge un président sur les résultats. L'efficacité a été annulée par une guerre civile entre des clans. Bon, nous avons un problème que je ne veux pas m'impliquer jamais à nouveau. Donc pour moi, le rôle du président de la République est, comme l'était déjà en France dans la Troisième République, il est le chef de l'État,
il est le garant de la Constitution, il est le président arbitre, et c'est le Premier ministre et le gouvernement qui ont la responsabilité de l'exécutif, mais bien entendu, ils le font, comme d'ailleurs la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre, nous savons très bien qu'aucun Premier ministre, quel que soit ce qu'on dit du régime anglais, ne peut s'opposer à la reine ou au roi, maintenant nous avons un roi, si dans la réunion hebdomadaire, sur un sujet, elle dit non, ligne rouge. Et c'est 2 heures par semaine où elle rencontre son Premier ministre pour échanger sur l'essentiel, la politique. Elle ne va pas dans la forme. Tous les ministres d'un président de la République sont, inclus le Premier ministre, des ministres du chef de l'État. Il ne va pas se battre pour avoir sa part dans les ministres. Tout cela a complètement spoilé effectivement la vie démocratique parlementaire libanaise. Donc, moi je me donne comme responsabilité au cas où, justement de redéfinir aussi l'exercice du rôle présidentiel. Même quand je dois consulter pour la Constitution, parce que la Constitution le dit, le président de la République consulte les parlementaires et les blocs parlementaires, même les parlementaires indépendants, pour désigner un Premier ministre. J'aurais une approche tout à fait différente. Donc, c'est-à-dire, je consulte, mais dans ma consultation, ce n'est pas une histoire de départage de position ministérielle, et certainement, je ne vais jamais demander un ministre pour moi. Tous les ministres, inclus le Premier ministre, doivent être pour moi, parce que nous sommes tous au service de l'État, au service du pays. Donc, je ne veux pas aller plus loin dans la conversation, je peux aller trop loin, mais je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Je vous en prie. تفضل استاذ انطوان Menaça. Oui, ça va, voilà. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même, Habibi. Merci. Antoine Menaça, actuellement je suis à la retraite, mais nous avons une association qui s'appelle Alpha Hommes d'affaires libanais France, qui est une trentaine de jeunes hommes d'affaires et entrepreneurs libanais nés en France. Voilà. Simplement, je voulais me permettre une chose. Vous avez insisté sur le terme qu'un président doit être non partisan. Oui. Et je voulais attirer l'attention. Bon, j'assiste souvent. Je suis membre du Liqa Al-Jamouri que préside le président Michel Sleiman. Oui. On se rencontre. Et c'est de lui qu'on a écouté ça. Oui. Je ne savais pas que c'était arrivé tant que ça. Il avait essayé à un moment donné de son mandat de réunir toutes les parties et de créer, comment ça s'appelle, la stratégie défensive. Oui, voilà. Hayat al-Hiwar, c'était un comité de... stratégie défensive. C'est ça. Il avait réuni tous les partis, oui. Même dans non, mais c'était pas ça seulement l'objectif. C'était un hiwar qu'il fallait. Oui, voilà. C'était une table de négociation nationale. Et il nous a montré, on l'a vu, il nous a montré qu'il avait fait un papier où tous les partis sans exception ont signé, inclus le Hezbollah. Absolument. Exactement, inclus le Hezbollah. Et au bout de 3 jours, ils ont signé pour la distanciation. C'est-à-dire le Liban ne s'implique dans aucune guerre régionale. N'est-ce pas? Correct. Okay. Mais il se trouve que 3 jours après, les téléphones mais bien sûr, lui ont dit, vous oubliez notre signature, on n'a rien signé. Mais bien sûr. Et ça s'est passé de la sorte. Simplement, je mais c'est une excellente parenthèse parce qu'elle me permet de revisiter mon approche. Bien sûr, le président Sleiman est un grand ami, un voisin, comme vous savez. Et je le respecte beaucoup, son homme de grande intégrité. Et lui, il a été soutenu à 2/3 du Parlement, donc par les souverainistes du mouvement du 14 mars, comme par le 8 mars. Donc il y avait quand même une unité pour voter pour le président Sleiman. Et c'est l'exemple même de ce qu'il a fait qui me pousse à parler autrement pour ce qui est de mon approche. Il a réuni autour d'une table, comme avant on avait réuni à Lausanne, les représentants des clans, des sectes,
des nations libanaises, appelez-les ce que vous voulez. Les millettes, les tribus, voilà. Et on les a réunis. Quand vous les réunissez autour d'une table, qu'est-ce qui se passe? Ils font la surenchère les uns sur les autres. S'il y a une psychologie de groupe, comme dans ce cas-là, il y avait une psychologie de groupe, qui l'emporte sur quelqu'un qui est seul, mais si le seul il a les armes, et là, comme c'est le cas de Nasrallah, il dit oui, et après il fait ce qu'il veut. Il s'est impliqué dans toutes les guerres régionales, et il fait ce qu'il veut. Puisqu'il avoue publiquement, répétitivement, que sa référence est le représentant de Dieu sur terre, Wali el-Faqih, le Khomeini et maintenant Khamenei, qui reconnaît qu'il est un soldat dans l'armée de la révolution islamique. En fait, il est parce que il est aussi important, et il était aussi important à un moment, peut-être pas aussi important, mais après sa mort, il est devenu aussi important, de Qasem Soleimani. Donc, pour lui, le Liban, qu'est-ce que c'est? Il est l'Iran, il représente le projet persan chiite, safawi, qui a été un empire constitué en 1502, avec comme objectif de rivaliser avec l'Empire ottoman. Parce que l'Iran, avant cette période-là, était musulmane sunnite. Elle était même fanatique. Même on a insulté à une période, c'était le seul lieu dans l'islam où on a insulté Ali dans les mosquées. Donc c'est un projet et persan et impérial. Ça n'a rien à voir avec l'ordre international présent. C'est une déclaration de guerre au monde arabe et à l'ordre international. Donc, mon approche, c'est pourquoi je reviens et je revisite la question à partir du départ. Je comprends que le président Slimane, comme d'autres conférences qui ont été faites pour le Liban, à Lausanne et ailleurs, avait comme objectif que les Libanais parlent entre eux. Le patriarche, dont je suis très proche, notre famille a été historiquement attachée au patriarcat maronite parce que nous étions les défenseurs militaires de ce patriarcat depuis le massacre, avant même, depuis le massacre de 336 moines par les jacobiens, l'Ya'abia, non pas jacobite au sens français du terme, mais l'Ya'aqibi, et on nous a demandé de venir pour protéger le couvent de Saint-Maron, qui était une grande référence à ce moment-là. Et nous sommes restés chrétiens tout simplement parce que nous étions déjà au Liban et en Syrie, qu'on avait développé une nation entre-temps. Donc, avec le patriarcat, notre relation est historique et nous la suivons de très près. Et d'ailleurs, quand j'ai rompu avec le général Aoun, c'est à la suite d'une réunion avec le patriarche, 2 heures après que Michel Aoun a déclaré son association avec Nasrallah dans une église à Maram Khaïl. Son partenariat. Parce que ce partenariat, pour nous, représentait également un autre problème, c'est que le Missaq sur lequel est fondée l'alliance libanaise, les sunnites représentent le monde arabo-musulman. C'est comme ça que Al-Missaq, durant l'indépendance en 1943, a été conçu. Donc, en fait, le général Aoun a pris, à ce moment-là, il l'a pris, avant il était ouvert à toutes les options, il a pris le choix de jouer la carte chiite contre la carte sunnite. Donc, il y avait un dédoublement d'une situation au Liban qui devenait condition d'une guerre civile éventuelle. Il s'est allié les chiites, qui étaient armés et forts et soutenus, et il a mis les sunnites dans une condition qui maintenant les rend dans une situation très difficile. Ils n'ont pas de leader qui a un soutien arabe, aucun. Non, un soutien arabe, on les tolère, c'est tout. Les Hariri ont été vidés. Et même quand récemment le frère de Saad al-Hariri a tenté de lancer une campagne, les Saoudiens lui ont dit vous arrêtez, il était obligé d'arrêter, il a arrêté. Bon. Mon approche est différente. Si je suis élu, je négocie séparément avec chacun des groupes. D'abord,
leurs références religieuses, leurs patriarches, pour ce qui est des chrétiens, les druzes, ils ont et les alaouites, ils ont leur murshid, et les sunnites et les chiites, ils ont le mufti. Mais il y a la société civile. Parce que la société civile, ce n'est pas seulement les activistes des NGO, c'est aussi les élites. Les élites que vous trouvez dans le monde des affaires, dans le monde universitaire, les élites qui influent de leur milieu, qui participent et qui vont participer à la reconstruction du Liban. Et, bien entendu, on est obligé de négocier avec ceux qui représentent au Parlement, dans le groupe parlementaire, une partie de la nation. Et on négocie avec chacune de ces familles jusqu'à ce qu'on parvienne à un accord qui est beaucoup plus profond qu'un accord tactique. Parce que si les chiites ou les sunnites ou les druzes ou les chrétiens ne sont pas heureux avec ce qui a été négocié dans l'accord de Taïf pour simplement arrêter le conflit qui s'était constitué avec deux gouvernements. Le gouvernement de Michel Aoun, qui était légitime à ce moment-là, et le gouvernement de Salim al-Hos, qui était obligé de rester alors qu'il... Parce que normalement, le président avait l'autorité de désigner un premier ministre et des ministres. Et c'est ce qu'il a fait. Et il y avait aussi des précédents là-dessus. Mais le président Assad a fait pression sur Salim al-Hos et sur son gouvernement de rester. Donc on avait deux gouvernements. On était dans une guerre civile de facto. Il y a eu ensuite un dédoublement de ce problème quand il y a eu un conflit entre les forces libanaises et l'armée. Donc là, les choses sont devenues intenables et c'est là que la communauté internationale a fait les accords de Taïf qu'elle avait préparés depuis longtemps en fait. Moi, je me souviens à Washington, April Glaspie, qui était en charge du dossier libanais, venait nous voir régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, pour nous parler des réformes constitutionnelles qu'il faut envisager pour faire évoluer le système libanais, parce que ça ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Donc j'avais déjà une idée comment ça pouvait aller. Mais là, ils l'ont fait sous la pression de pouvoir élire un président et vider Michel Aoun, ou le forcer en dehors du Liban, et c'est ce qui s'est passé en 1989. Bref, là nous sommes à la veille d'un effondrement total de l'État libanais, du système judiciaire, de l'économie, des finances, et je répète parce que pour ceux qui sont arrivés plus tard, il n'y avait pas un seul interlocuteur avec qui j'ai parlé qui n'a pas conclu en me disant « Soyez patients, le Liban ira sous les... il deviendra poussière, ashes, and from those ashes... » Ça c'est à Washington. Hein? We may be able to rebuild Lebanon. Refound Lebanon. Donc, les termes utilisés veulent dire quelque chose. Refound, ça veut dire je vais refonder le Liban. Donc, je peux refonder le Liban autrement, n'est-ce pas? Rebuild, donc rebuild quoi? L'économie d'abord, parce que personne ne peut rebuilder une contre. Le Liban, de toute façon, n'est pas complètement effondré. Attention, soyons. Aujourd'hui, le tiers du budget. 2 tiers du budget libanais et le tiers du GDP libanais, du produit national brut libanais, a été récupéré dans l'été. Les Libanais qui sont venus faire du tourisme et les Libanais qui aident leurs parents et qui leur donnent. Et les jeunes, c'est le nouvel élément qui est fantastique. Tous les jeunes, toute cette nouvelle génération qui a fait les meilleures écoles au Liban et ailleurs, nous conservons un système scolaire remarquable et qui tient, bien sûr, et dans toutes les langues et technologies nouvelles. Donc, tous ces jeunes autour de nous, ils ont leur compte à l'étranger, ils travaillent dans des sociétés à partir de là où ils sont sur la plage, ils sont autour du tennis, ils sont dans la maison, ils sont chez les voisins, ils vont chez leurs copains, ils travaillent, et quand ils ont le temps, ils s'amusent et ils rigolent. Et ils touchent, en dehors du Liban,
en dollars, en euros ou dans des monnaies solides. L'économie libanaise peut être sauvée facilement. Parce que moins d'États, ça n'a jamais vraiment dérangé les Libanais. Parce que l'État au Liban, c'est lui qui prenait aux Libanais, sans jamais rien donner aux Libanais. Même une route. Si on fait un tour au Liban, je vous dirais, cette route elle a été financée par la communauté européenne, cette route a été financée par tel pays ou tel autre. Même dans le domaine de l'agriculture moderne. Parce que les Libanais ont beaucoup de jeunes Libanais aussi sont rentrés de l'étranger et ils ont monté leur propre affaire dans le domaine agricole. Le Liban est en train déjà de renaître parce que, à leur façon, ils se sont dit, bon, l'État est mort, nous sommes vivants, nous allons vivre. Dans notre projet, parce que c'est un signal aussi, parce que notre projet n'est pas bon marché. C'est le niveau des prix du Four Seasons ou du Bristol où je suis maintenant. Nous sommes booked déjà pour le 15 septembre de l'année prochaine, à la clôture de la saison d'été. Nous avons une demi-semaine qui va du jeudi à lundi. Il n'y a pas eu une seule journée avec moins que 2000 personnes. Tout ça, on peut le voir sur le site, on regarde, on voit. C'est hier. C'est avec l'effondrement financier et économique. Et croyez-moi, nous ne pouvons pas fonctionner avec des livres libanaises. Tout est fixé au dollar. Donc, le Liban a son ressort parce qu'il a l'expérience de faire vivre l'État et pas de vivre de l'État. Dans les 6 mois passés, ceux qui ont profité le plus du soutien qui est donné au fioul, au blé, aux médicaments, c'est les Syriens, c'est pas les Libanais. La Syrie a été financée indirectement et supplied indirectement avec le soutien de la Banque centrale libanaise. 30 milliards de dollars sont encore partis dans cette direction. Bien sûr, sur le chemin, ceux qui profitent, ce sont les trafiquants. Tout ce qui est, et c'est toujours ainsi, quand vous avez des frontières ouvertes, c'est les trafiquants qui profitent de tout. Mais les trafiquants, ils font partie aussi, ils sont toujours protégés politiquement. Et ils font partie toujours d'un système semi-mafieux, sinon mafieux à 100%. Et le Liban, depuis un moment, est devenu une véritable mafiocratie. C'est pourquoi j'ai fait récemment, une personnalité libanaise m'a demandé de passer un moment avec son fils, qui va prendre sa place. Et il y avait les députés du groupe. Et j'ai passé 3 heures avec eux. J'étais impressionné par le fils. Parce que non seulement il y avait le discours, mais il suffisait de faire allusion à un cas, à une affaire, à une personne, où j'ai senti sur le visage la grimace d'un dégoût total d'avoir à traiter jamais avec ces mafiocrates, alors que son père n'a aucun problème. Kamal Jumblat n'a aucun problème. Walid Jumblat n'a pas un problème. Et on remarque ceci aussi dans d'autres formations politiques. Donc, il y a les mafiocrates qui contrôlent tout, mais ils sont d'une arrogance illimitée parce qu'ils se permettent tout, ils savent qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... ils ne vont pas en prison, les juges sont à leur disposition, le juge qui les appelle, il l'insulte, il le menace d'une minute. Donc, il n'y a pas de sanction. Dès lors qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de peur, et c'est pourquoi ils vont tellement loin. Aujourd'hui, si l'un d'entre vous a vu la séance parlementaire ce matin pour l'élection du président, le ridicule ne tue pas. L'indécence ne tue pas. Shameless, diraient les Américains. Ils n'ont pas honte. Donc, ça ne peut pas continuer. Même dans ces milieux, dans toutes les communautés, il y a une révolte de la jeunesse, des élites, de ceux qui ont vu ce que ça a coûté au Liban d'avoir eu affaire à tout cela.
Donc, ou bien que chacun fasse son État, et qu'ils se débrouillent entre eux, qu'ils discutent entre eux, et là vous le voyez dans les social media, c'est répété tous les jours, toutes les heures, dans tous les clans, ou bien si on veut sauver le Grand Liban, et on peut sauver le Grand Liban, il n'y a aucune raison de ne pas sauver le Grand Liban, il faudra faire autre chose. Et cette autre chose, nous avons pour le gagner ce pari, nous avons pour le gagner et la jeunesse, et les élites, les femmes qui sont... Vous savez, l'exemple iranien est fabuleux, il est formidable. L'exemple iranien, cette révolution du hijab, est une grande révolution, parce qu'elle a effectivement lancé un courant de révolte et de révolution qui est irréversible. Irréversible. Ce régime pourra vivre maximum 2 ans, parce que Biden sera encore là et que Biden veut absolument essayer encore de faire un accord avec l'Iran. Le Hezbollah libanais ne sera pas un problème dès lors que nous prenons jusqu'au bout la logique de l'accord qu'il a signé avec Israël. Parce que cet accord, où il y a délimitation des frontières et terrestres et maritimes, il y a celui de l'État qui est secteur public, et il y a le sien qui est secteur privé. Je ne peux pas aller dans le détail du secteur de désaccord, mais moi j'évalue concrètement à 60 milliards de dollars. À 60 milliards de dollars, le prix payé au Hezbollah, mais en fait ça ne peut aller qu'au secteur privé libanais. 2 fonds de 20 milliards de dollars chacun, 40 milliards, un power plant de 5000 mégawatts, dont le gaz est fourni free of charge, donc sans payer, par Israël. C'est immense. Moi, j'ai été impliqué dans certains fonds d'investissement internationaux, mais celui qui a été l'un des plus impressionnants pour moi, c'est le Carlyle Group aux États-Unis. D'ailleurs, j'étais parmi les fondateurs et on m'a demandé de rester dans le conseil, dans le board, et je n'ai pas voulu parce que je n'avais pas besoin, je voulais rester libre. Maintenant, il est représenté en Europe par l'ancien Premier ministre anglais John Major. Le Carlyle Group, qu'est-ce qui s'est passé? D'où venait l'argent? Vous savez qu'avant 1974, il n'y avait pas de loi aux États-Unis qui interdit les commissions, même entre d'État à État. Et il y avait et la loi est sortie en 1974, le Foreign Corruption Act. Mais bien sûr, les Américains ne pouvaient pas l'imposer au monde overnight, d'une nuit à l'autre. Ils ont été progressifs dans l'imposition de cette loi. Ils ont commencé à dire, voilà, une commission, c'est bon à 5%. Mais dans une affaire de ceci ou de cela, mais un accord sur le pétrole ou sur les armements, ça c'est des affaires d'État à État où il ne doit pas y avoir de commission. Alors on s'est trouvé avec beaucoup de contrats qui étaient déjà signés, notamment avec le monde arabe, mais avec d'autres pays, où il y avait des commissions qu'il fallait, qui étaient dues, mais qu'on ne pouvait pas payer à leurs propriétaires ou à leurs bénéficiaires. On ne pouvait pas les payer. Vous ne pouvez pas les payer, qu'est-ce que vous faites de l'argent? Le principe qui a été créé à ce moment-là, on les a appelés des offset programmes. Ils ont donc lancé tant de milliards ici ou de centaines de millions de dollars ici ou là. On va les mettre dans un fonds. Et c'est ce fonds-là qui a été Carlyle. On les met dans un fonds et ce fonds va avoir comme mission d'être investi dans les projets des pays d'où initialement ces fonds d'investissement viennent. Donc, et Carlyle, bien sûr, les grands dirigeants républicains et démocrates étaient dans Carlyle, même George Bush, le premier, il était parmi les membres de Carlyle. Donc, il y avait quand même une certaine crédibilité.
Et aujourd'hui, Carlyle est le plus grand fonds d'investissement de l'univers. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de projet rapidement pour pouvoir investir dans les pays en question. Et ça prend le temps de mettre en place un projet comme la ville de Yamboa, comme la ville de Jubail ou d'autres nouvelles villes. Mais l'argent est bien géré, parce qu'il est géré par les plus grands spécialistes au monde. Et du coup, ils se sont retrouvés avec un fonds d'investissement incroyable. Pour moi, dans mon expérience personnelle, un fonds d'investissement de 20 milliards de dollars, dans un an, je le transforme en 200 milliards de dollars. Comment? Pour simplifier, il ne faut pas se casser la tête. Un power plant, une raffinerie. Je vais investir dans une raffinerie, 10%. L'État n'ayant pas les moyens de donner une garantie souveraine pour les dettes, normalement c'est 10%, 90% c'est de la dette, et la dette elle est couverte par une souveraine garantie de l'État. Or, plusieurs États dans le monde, et c'est le cas du Liban aujourd'hui, leur garantie souveraine n'a plus de valeur. Donc, ce fonds va donner la garantie pour le montant du projet. Si c'est un power plant de 500 millions de dollars, c'est une raffinerie de milliards de dollars, moderne et tout. Donc, 10%, vous pouvez aller jusqu'à 15 ou 25%, ce n'est pas important, mais 10% à 25%, ça fait, normalement 10% c'est bon quand il y a la garantie souveraine. Le projet est géré par le secteur privé. Normalement, nous imposons à ce que la société qui gère, si c'est une power plant ou une raffinerie, ou que ce soit l'une des qualifiées comme les 5 ou les 6 ou les 7 les plus prestigieuses du monde, grandes dans le monde, qui vont organiser la gestion, prendre la gestion, entraîner nos gérants de projet, et on leur impose de prendre 25% dans le capital. Donc, des 10%, il y a 25% qui sont prises par si c'est EDF, par exemple, c'est EDF, ou Tractabel, qui est meilleur que EDF, à mon avis, de mon expérience aussi. Tractabel, c'est une société qui peut prendre un projet qui vaut $1 et le transformer dans 2 ans dans un projet qui vaut 500 millions de dollars. Parce que sa capacité de gestion, sa philosophie de gestion, sa technique de gestion. Mais moi, je veux ouvrir ce capital immédiatement aux fonds d'investissement arabes et internationaux. Mais pour que personne ne domine ce fonds d'investissement, je distribue à raison de 5% maximum à chacun de ces fonds. Donc personne ne peut dire c'est nous qui décidons. Donc, jamais mélanger le politique avec l'économique. Vous voulez aider, vous voulez participer, c'est un bon investissement pour vous, il est valable. De toute façon, il sera à la bourse, vous voulez faire de l'argent, vous investissez. Vous n'êtes pas content, vous n'investissez pas. Et vous allez courir pour investir dans le second projet. Donc, c'est avec cette approche-là que je pense justement faire 2 choses. Prendre l'accord avec Israël jusqu'au bout de sa logique. Nous sommes en train de normaliser, nous sommes prêts à aller à un accord abrahamique dès lors que l'Arabie Saoudite est prête à y aller. Point. Deuxièmement, la normalisation de la frontière avec Israël fait que Hezbollah n'est plus une menace du point de vue provoquer une guerre entre le Liban et Israël qui pourrait détruire le Liban. Donc moi, quand je parle avec un investisseur, je peux lui dire, le Liban est de facto en état de non-guerre et il attend le moment de rejoindre la famille de tous ceux qui ont rejoint la paix et qui sont la majorité du monde arabe en ce moment. C'est pourquoi je dis l'Arabie Saoudite est ce qui attend le plus. Donc, voilà. On est obligé de donner la parole pour que tu puisses concentrer. J'ai été trop loin peut-être parce que je répondais à des questions. Excellent exposé général, mais la parole est à vous. Cet accord. Non, madame, c'est bien que vous posiez ces questions. Principe fondamental d'un homme d'État qui se respecte, c'est de ne jamais choisir avec qui négocier dans un pays. Netanyahu ou Biden ou Trump ou quel que soit celui qui est au pouvoir en France.
quand on est chef d'État, on a la responsabilité de traiter avec les États. Et avec les États, on traite avec ceux qui sont responsables de l'État. Votre opinion, mon opinion personnelle reste mon opinion personnelle. En tant que chef d'État, je parle en tant que chef d'État, je suis obligé de respecter mes interlocuteurs. Ensuite, j'ai un autre principe, de mon expérience également, parce qu'il n'est pas d'hier. On ne gagne jamais à personnaliser la diabolisation de qui que ce soit. Vous diabolisez, vous entrez dans une logique de diabolisation. Alors, vous allez suspendre un processus de paix, parce que c'est pas Lapid, c'est Netanyahou. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, est-ce que Netanyahou n'est pas capable de remettre en question cet accord? Il le remet déjà en question. Donc là, j'ai déjà pris les contacts aux États-Unis pour influencer cela. Et j'espère, on m'a promis qu'on attend qu'il constitue son gouvernement. Une fois qu'il constitue son gouvernement, de hautes personnalités importantes vont jouer le rôle d'intermédiaire pour que justement on ne jette pas, n'est-ce pas, avec l'eau sale l'eau. Lapid a été trop rapide. Il a été trop rapide parce qu'il voulait un accomplishment pour pouvoir gagner les élections. Et aussi, Netanyahou, il voulait, pas Netanyahou, Biden, il voulait dire aussi, parce qu'il soutient bien sûr Lapid, il soutient le gouvernement Lapid-Gantz. Lui aussi, il avait des élections. Et il n'avait pas beaucoup d'accomplishment dans le domaine international. Il n'a réussi rien nulle part. Donc, réussir au Liban, c'était important. Tout le monde était d'accord pour aller trop vite dans cette affaire. L'armée libanaise a refusé d'envoyer, de signer cet accord. Pourquoi? Ce sont des gens. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt dans cette histoire. D'autres avaient un intérêt de négocier, par exemple, une levée de sanctions pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne veux pas aller dans le détail. Jamais personnaliser un conflit. Toujours être ouvert à une négociation. Une négociation ne se fait pas en public, ni à la télévision, ni dans des débats de ce genre. Diaboliser n'a jamais changé, au contraire, cela protège. Aujourd'hui, pour donner un exemple, vous regardez tous les médias, ils vous répètent DeSantis, et Trump c'est fini. Mais il faut le meilleur candidat, le meilleur cadeau possible à Trump. Parce que il brûle DeSantis, parce que DeSantis ne peut pas être ni désigné, ni gagner s'il est désigné, s'il n'a pas ce que Trump apporte au Parti républicain, qui sont au moins 35%, mais qui dans une campagne de primaire seront 50% facilement. Mais maintenant, le drame, c'est qu'en faisant de la diabolisation systématique dans les médias rendent service. Et c'était la même chose qui s'est passée en Israël. Lapid et Gantz n'ont rien fait de mauvais pour pouvoir perdre les élections comme ils l'ont perdu. Netanyahou n'a rien fait entre-temps pour améliorer son image. C'est la persécution de Netanyahou et ce que je dis, persecution and prosecution. La persécution et les poursuites judiciaires qui ont donné à Netanyahou l'avantage qu'il n'a jamais eu depuis longtemps. 64 députés, et il peut aller jusqu'à 70. S'il fait une alliance avec certaines... Et les Congolais se sentent très proches, non seulement proches des Libanais, mais ils s'intéressent à tout ce qui se passe. L'Afrique est libanaise pour nous aussi, hein, parce que vous savez, là où nous allons, n'est-ce pas, Claude Sfer? Congolaise. Oui. Merci, Président. Nous au niveau des Africains, nous sommes un peu embrouillés par rapport au paysage politique du Liban. Bon, vous présidez le Parti libanais de la paix. Vous situez comment? Si on tient compte des réalités françaises, vous êtes au centre, vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Non, je suis au-dessus. Partout. Au centre, on n'est nulle part. Au centre, on n'est nulle part. Non, je dois écouter et le centre, et la droite et la gauche. Moi, pour le rôle de chef de l'État comme je l'envisage, je dois me placer, quelles que soient mes opinions personnelles, je dois me placer au-dessus. C'est pourquoi je dois pouvoir parler à toutes les parties et essayer de convaincre chacune des parties
au Parlement libanais et à la vie politique libanaise et aux nations qui constituent le Grand Liban pour obtenir les réformes et constitutionnelles et macroéconomiques nécessaires. Donc la privatisation, qui est la condition première de la Banque, de la Banque européenne, de l'IMF, pour aider le Liban. Or, je sais que je n'ai aucun besoin, pour être honnête avec vous, les 3 milliards de dollars de la Banque centrale de l'IMF ne m'intéressent pas du tout. Mais les réformes que l'IMF exige, elles m'intéressent. Parce que ces réformes permettent à les voleurs de nations, ils volent comment? Ils volent à travers l'État, mon cher ami. N'allons pas nous faire des illusions. Ils volent à travers l'État, à travers les projets de l'État, avec l'étatisme et la voie de financement des partis politiques, la voie de financement des leaderships politiques. Et quand on va dans la corruption sans limite, comme ce fut le cas au Liban, cela mène à ce que nous avons vécu au Liban récemment. Bon, une mafiocratie qui se partage le pactole du pouvoir et le pouvoir en même temps. Être une sorte de question. En fait, je m'appelle Niva, je viens d'Israël. Oui. Je vis en France et j'ai suivi, et j'étais très émue d'abord quand j'ai entendu l'accord entre Liban et Israël. Oui. J'étais très contente, très heureuse. Et malheureusement, j'étais trop déçue avec le choix de ce gouvernement qu'on va avoir en Israël. C'est une catastrophe. C'est pour vous dire que moitié du pays est en dépression. Pour vous dire, dépression. Une amie de ma mère, la génération de ma mère, elle a dit à ma mère, je ne veux pas sortir de la maison. Je ne peux pas. Je suis trop déprimée de ce qui se passe. Et pour vous dire que, pour moi, l'émotionnel est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus il y a une émotionnelle, plus j'ai peur que ces accords vont être fragiles. Et c'est beaucoup d'émotion pour moi. Parce que les gens, vous voyez, ils réagissent d'une manière violente et surémotionnelle avec les attentats qui se passent là en Israël. Il y a eu des attentats, il y a 3 jours, il y a eu des attentats de nouveau. Et ma question à vous... Non. J'aime bien votre introduction. Non, j'aime bien votre introduction. Non, t'en prie. Oui. Et j'ai, par rapport à ce qui se passe, est-ce que, à votre avis, est-ce que le fait que le gouvernement, je sais qu'elle a dit la dame avec Netanyahou, mais est-ce que vous pensez que les attentats qui se passent en Israël, est-ce que ça pourrait pareillement faire encore une fois déséquilibrer? Non. Moi, je crois, d'abord, ce que vous n'avez pas posé la question, est-ce que Netanyahou va rejeter... Non, c'est la dame qui a demandé déjà... Non, mais c'est aussi impliqué dans votre question. Est-ce que ces accords, parce que vous avez dit que vous étiez heureuse qu'il y ait eu un accord entre le Liban et Israël. D'accord. Vous pouvez rester heureuse. Netanyahou est un pragmatique, et vous le connaissez très bien. Et il ne va pas... Et s'il le voulait, il aurait haussé le ton déjà. Donc, d'après mes informations, il n'est pas dans cette psychologie. Netanyahou, pour ce qui est des accords abrahamiques, n'est-ce pas? Ce sont des accords de paix. On normalise et puis on va jusqu'à la paix. Ça a été fait avec plusieurs pays, la plupart des pays arabes, et maintenant c'est en voie de se faire avec l'Arabie saoudite. Donc, Netanyahou ne va pas spoiler, lui qui se prend maintenant pour le roi d'Israël, il ne va pas spoiler un accord où Israël va être progressivement accepté par tout le monde arabo-musulman, n'est-ce pas? L'accord avec le Hezbollah n'aurait pas été possible non plus si l'Iran n'avait pas donné le feu vert. Et il se passe des choses dans un monde. C'est pourquoi, quand vous dites émotionnel, mais bien sûr, chacun... Moi, je suis très émotionnel aussi. Mais là, je parle en tant qu'homme d'État. Avec une vision d'homme d'État qui a des responsabilités de sauver un pays qui est en train de brûler jusqu'à tomber dans les cendres. Et on me dit, attendons qu'il soit vraiment dans les cendres pour pouvoir faire l'effort de le refonder, de le reconstruire. Donc c'est pénible pour moi, c'est difficile. Donc, ma priorité, c'est sauver mon pays, n'est-ce pas? Et la paix est la condition de la prospérité de tous les pays. Monsieur Ouzel, écrivain, essayiste, puis écrivain, et puis le reste.
Je vais revenir un peu en arrière, peut-être même dans l'histoire. Je vous en prie. Vous n'avez pas parlé de la Syrie. Oui. Vous parlez beaucoup du Grand Liban. Pour moi, le Grand Liban, c'est la Grande Syrie. Je peux me tromper. Vous vous trompez. Ce n'est pas une connaissance historique, ce que vous dites là. Non, non. Le Liban a existé avant la Syrie. Quand le Grand Liban a été déclaré par votre gouvernement, et ces 4 États qui ont été déclarés en Syrie, l'État alawite, l'État druze, l'État d'Alep et l'État de Damas, en 1920. Entre 1920 et 1922, le Quai d'Orsay allait dans cette voie pour organiser les 5 États, le Grand Liban et les 4 États. La chute de l'Empire ottoman. Et c'était rue de Rivoli. Rue de Rivoli qui était, voilà, c'était rue de Rivoli qui avait écrit à Monsieur le Quai au Quai d'Orsay pour lui dire nous n'avons pas les moyens financiers, nous sommes ruinés par la Première Guerre mondiale. Dieu sait combien ça a été dur pour ce pays magnifique qu'est la France. Elle a gagné une guerre et elle a perdu la paix parce que c'était tellement dur après. Bon, financièrement, économiquement. Donc, je ne peux pas me permettre, c'est des mois mettant, foutez-les ensemble. Très bien, c'était pas écrit comme ça, mais bon, c'est comme ça que c'est passé. Nous connaissons un peu là. Alors, les premiers qui ont paniqué ont été les Alaouites. Les Alaouites ont approché le patriarcat maronite, et c'est documenté dans des livres et dans des documentations, demandant de devenir libanais. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une grande Syrie. Ok. Donc, on parle de choses sérieuses. Alors, restons dans la formule sérieuse. Si vous avez une... J'ai touché une alors, non, mais ne me dites pas une histoire. Donc, ce n'est pas l'histoire, vous pouvez imaginer, mais ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est ce que je vous raconte. Il y a le Grand Liban, il n'y avait pas de Syrie. Mon père était officier de la Légion algérienne, si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Du Liban. Bon, je connais cette histoire bien sûr. Comme vous, par cœur. Si nous avions été français, nous aurions eu aussi un aide des premiers ministres en France. Bon, merci pour le savoir. Elle a perdu une guerre et le Liban... Émile Aidé pouvait être Premier ministre en France également. Et son frère était général dans votre armée. Il est aujourd'hui question de reconstruire le Liban. Ouais. Alors, bon, c'est exactement comme l'Ukraine aujourd'hui qui vit des subsides de l'extérieur. Alors, penchons-nous sur le sort du Liban de demain. Il va falloir reconstruire le Liban, mais et la Syrie aussi. Est-ce qu'il ne faut pas... Ah bon, merci. Merci, voilà, très bien. D'accord, très bien. Le monde a changé. Vous avez reformulé votre question, elle est acceptable comme ça. Question après. Non, attendez, vous l'avez reformulée, elle devient acceptable pour moi. Parce que vous ne parlez pas de l'histoire de France. Je la connais autant que vous la connaissez, et je suis engagé autant que vous êtes engagé. Bon. Bien sûr. Non, mais nous, c'est différent. À ce moment, j'ai donné des noms, et j'ai précisé. Nous aurions été très heureux d'être territoire français. Vous allez 100 fois au Liban. Voilà, merci, d'accord. Ça explique donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand même. C'est notre histoire. Ce que je réponds par rapport à la grande Syrie. Est-ce que je peux répondre? Il n'y a pas de grande Syrie. Il n'y avait pas de grande Syrie. Il n'y avait pas de grande Syrie. Il n'a jamais été. Quand vous me dites à quelle date vous l'avez, je reviens. Ça explique aussi autre chose. C'est l'Empire ottoman. Après l'Empire ottoman, il y avait une promesse qui était faite à la famille royale hachémite de gouverner le monde arabe dans un royaume uni. Mais dans ce royaume uni, le Liban n'était pas. Le Liban n'était pas. OK? Et quand il y a eu quand Faisal a été amené à Damas et a appelé à la constitution du royaume arabe uni, comme avaient promis les Anglais et les Américains à Sharif Hussein, il y a eu un congrès du Sahel, qu'on appelle du Sahel, et aucune famille musulmane du Liban historique, du mont Liban, ceux qui ont été ajoutés, il y a eu des familles qui ont demandé à rejoindre le royaume, mais pas le mont Liban. Bon, je reviens à votre question. Dans ma présentation, si j'avais été plus loin, j'aurais expliqué que après, pourquoi on parle du Liban, qu'on va reconstruire, refonder à partir de la poussière et des cendres, et de ces cendres. C'est parce qu'ils disent aussi qu'on ne peut pas ignorer, c'est pourquoi ça prendra du temps, qu'on ne peut pas ignorer la réorganisation de la Syrie. Parce que ce problème
est aujourd'hui un problème actuel. On ne pourra pas reconstruire le Liban si on laisse la Syrie dans cet état-là. On pourra reconstruire le Liban, mais il ne sera pas heureux. Il ne sera pas heureux. C'est pourquoi, c'est de là que je poursuis avec les Russes. Tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait que vous pouvez me poser des questions concernant le processus de paix éventuellement pour l'Ukraine avec les Russes. C'est pourquoi je poursuis avec les Russes ce dossier, parce que les Russes sont des acteurs, pour ce qui est du Liban du moins, les plus utiles, d'abord pour délimiter les frontières entre la Syrie et le Liban au nord, parce que nous avons des frontières aussi maritimes qui sont en conflit. Donc là. Ensuite, les Russes sont un acteur constructif et qui neutralise d'une certaine façon l'influence des ambitions turques dans cette région de la Syrie et du Liban. Ils sont aussi une force de contenance qui contiennent les tentations d'expansionnisme, parce que ce n'est pas seulement Israël qui n'aime pas voir Hezbollah en Syrie, c'est aussi les Russes qui n'aiment pas voir Hezbollah en Syrie. Donc, les Russes certainement vont jouer un rôle, et ils coordonnent cela avec les pays du Golfe, notamment avec l'Arabie Saoudite, avec lesquels ils ont établi une relation très solide. Pas seulement pour le prix du pétrole et pour l'OPEC, mais aussi pour jouer un rôle en Irak, en Syrie et éventuellement au Liban. Et moi, je vois cela positivement parce que je fais une grande confiance au roi Salman. Et l'ayant connu dans les années 70 et 80, le roi Salman est un homme de justice. Parmi les princes, c'était la référence. Toutes les fois il y avait un conflit entre les princes et les princes, ou des princes ou non-princes, c'était lui auquel on allait pour être le juge suprême. Il est très politisé. Depuis l'âge de 22 ans, il était à Dar'ia ministre. Et le roi Salman lisait les journaux libanais du Nahar au Safir. De la première journée à la dernière. J'ai beaucoup d'exemples précis, je vais mentionner ici, sur sa passion du Liban, par sa connaissance, lui et sa famille du Liban. Donc, que ce soit pour le Liban ou pour la Syrie, comme pour l'Irak, je l'espère aussi, dans l'avenir, parce que là nous avons une régression en Irak avec la chute de Kazemi et la concession faite par les Américains aux Iraniens pour leur amener un président de la République en Irak et un premier ministre en Irak. Nous avons une petite crise, mais ça ne durera pas plus longtemps que M. Biden ne va durer. Il est déjà un lame duck, c'est-à-dire un connard boiteux, parce qu'il n'a pas le Congrès. Et quand vous n'avez pas le Congrès, toutes les enquêtes concernant son fils et concernant sa famille vont être lancées dans les semaines qui suivent le 16 décembre. La nouvelle majorité prend le pouvoir le 16 décembre. Dans les semaines qui suivent, les enquêtes commencent sur la famille Biden. Donc il sera un connard boiteux. Donc, vous avez parlé de Hezbollah, oui. Qui plus ou moins recevait ses ordres de l'Iran, c'est faux, mais moi je me souviens quand le Hezbollah était financé par Saddam Hussein, 80%. Jamais. Désolé, vous avez du genre, désolé. Vous pouvez pas dire ça. Mais jamais. Ça n'a jamais été financé. Non, vous vous trompez là. Vous vous trompez. Allez voir M. Bernard Rémier, qui est un ami à moi, et il vous corrigera. Je veux écouter M. Bernard Rémier qu'il aille à l'école. Je suis désolé, parce que j'étais là-bas. Mais vous étiez où vous voulez, monsieur. Mais vous ne pouvez pas dire que Saddam Hussein finançait le Hezbollah. C'est faux, j'étais un ami de Saddam. Oui, on le sait. Et j'en suis fier. Et vous ne pouvez pas dire des bêtises comme ça. Laissez-le parler. Il y avait un adjaf. Mais non, mais il dit des bêtises. Je suis désolé, il dit des bêtises. Saddam n'a jamais financé le Hezbollah. Enfin. L'histoire. Changer de sujet, s'il vous plaît. Tel que je on a encore deux questions. Tel que je la connais. J'aimerais bien qu'on parle du Liban actuellement, parce que je suis journaliste culturel et pas politique. Oui. J'adore le Liban, depuis que grâce à Elias, je l'ai visité grâce à lui. J'adore le Liban, les Libanais, j'adore tout. Je ne sais pas toute votre culture, mais j'adore. Je suis pragmatique. Je n'y connais rien, donc je ne connais rien à la politique. Mais ce que je sais, c'est que je suis pragmatique et je pense aux gens. Donc je voudrais savoir, à un moment donné, les fausses informations, les vraies, on sait plus où on en est.
À un moment donné, le peuple libanais ne pouvait pas retirer d'argent dans les banques. Qu'en est-il actuellement? Comment vit le... Au point mort, au point mort. Un tir groupé. Comment vivent les Libanais vraiment? Je ne parle pas des riches et de ceux qui se sont enrichis par malhonnêteté. Je parle des gens. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment sont-ils? Parce que mal, vous dites très mal. il faut sauver le Liban, mais je suis tout à fait d'accord. Vous n'avez pas de président? À qui on s'adresse pour sauver le Liban? Voilà toutes mes questions depuis aussi. D'abord, deux choses. Sur le plan culturel, nous continuons nos activités culturelles. Alice, qui est là, mon épouse, elle est dans toutes les initiatives culturelles, même que je sois dans l'opposition. Les ministres, quand ils font n'importe quoi, Alice est un passage obligé, elle est là, elle aide, elle suit, elle impose une certaine discipline. Sur le plan des conditions économiques du Liban, il y a un système D qui fonctionne au Liban. D'abord, il y a la solidarité des familles qui aide beaucoup. J'ai mentionné au début les enfants qui parfois maintenant soutiennent leur famille parce qu'ils reçoivent de l'argent en fresh money. Il y a tous ceux qui vont travailler maintenant dans le Golfe. Et ça marche, hein, les Libanais sont acceptés, ils réussissent dans ce domaine. Ils aident. Il y a les NGO internationales qui aident. Mais on parle là de ceux qui sont les plus démunis. Il y a l'Église qui fait un travail fabuleux. Nous, quand nous voulons donner une aide maintenant, nous n'allons jamais la donner directement. Nous passons toujours par les institutions auxquelles nous faisons confiance. Donc, dans chaque région, il y a un prêtre qui ne fait que ça et qui est soutenu par son patriarcat, son église. Nous nous renseignons à propos de ces personnes. Il nous donne la liste des personnes vers lesquelles les aides doivent être distribuées, et que ce soit des Libanais qui ont des moyens au Liban ou en dehors du Liban, ou pour ce qui est de la communauté internationale, quand nous nous sommes adressés, personne n'a jamais hésité. Moi, je suis venu il y a 2 étés à la demande de certaines mairies, députés maires qui m'ont connu au sud de la France, puisque j'avais une propriété au Cap d'Antibes durant une trentaine d'années. Et là, je peux vous dire, tout ce que j'avais besoin, c'est débarquer, faire un petit discours, on n'a plus trouvé des cèdres, un petit cèdre, et l'aide arrivait tout de suite. Donc là, il y a un goodwill, il y a une bonne... là, le peuple français est très sensible au Liban. Pour ce qui est d'autres États comme l'Arabie Saoudite ou ailleurs, il faut s'adresser autrement. Bon. Il y a eu un accord entre l'ambassadrice de France et l'ambassadeur des États-Unis à Beyrouth. Ils ont mis un petit fonds ensemble, jointly, pour pouvoir également aider. La communauté européenne fait un effort également. Les Allemands font un effort. Les Autrichiens font un effort. Et les Américains, ils ont beaucoup... D'ailleurs, l'ambassadrice des États-Unis, elle ne fait que ça. On dirait qu'elle n'est pas politique du tout, alors qu'elle est politique. Je ne sais pas, parce que je la connais, je sais qu'elle est politique. Mais en ce moment, elle ne fait que ça. Elle ne fait que des activités en coordination avec USAID et d'autres institutions pour essayer d'aider. Bon, électricité, parce que maintenant nous avons un problème d'électricité. Donc, voilà. Donc, là, il y a un effort qui est fait, mais cet effort doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Et le culturel est quelque chose pour les Libanais qui est très important pour qu'ils gardent leur morale. Les festivals que nous organisons tous les étés. L'année dernière, on a eu des festivals, mais c'était très limité, etc. Après la guerre de 2006, il y avait une grande dépression au Liban, parce que c'était une guerre qui était dévastatrice. Les ponts étaient cassés, c'était horrible. Et là, moi j'étais dans une visite à Washington, et à la dernière minute, j'ai décidé qu'il faut faire quelque chose. J'ai appelé Beyrouth et nous avons organisé un grand DJ chez nous. On m'a dit, ça va perdre de l'argent. Peu importe. Peu importe. Sur notre resort, nous avons une capacité pour 5 000 personnes. 15 000 personnes ont débarqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a créé tout de suite une dynamique. Tous les festivals ont financé
un festival, et tout de suite un élément de confiance. Donc, ce que vous dites est très important, le culturel, et aussi pouvoir se comporter de telle sorte pour remonter le moral, cela aussi est très important. Dernière question de notre vice-président, notre ami iranien et collègue. Iranien, bien sûr. Si par une balance à l'ancien, vous avez une à votre main, d'un côté le Liban et l'autre côté, je ne dirais pas l'Iran, la République islamique, qui a besoin plus de l'autre et dans quel but? La République islamique a utilisé le Liban comme base d'opération et pour créer un rapport de force avec les puissances, et ça a été le cas de la Syrie avant, avec les puissances occidentales. Parce qu'il y a dans la logique islamique que le Liban, pays qui a été fait au départ pour les chrétiens dans leur esprit, si les chrétiens sont embêtés, ils sont dans la difficulté, l'Occident va venir aider. C'est pourquoi, avant les présidentielles, c'était le président Assad qui rendait difficile l'élection d'un président de la République libanaise, parce qu'il attendait qu'on lui envoie un envoyé spécial, comme M. Murphy, par exemple, en 89-90, qu'il aille négocier avec lui. Aujourd'hui, les Iraniens souhaiteraient bien entendu que les Américains négocient avec eux. Mais déjà, ils négocient avec eux, les Iraniens et les Américains, négocient ensemble. Mais l'Iran est très affaibli aujourd'hui. Elle n'a plus de véritable associé que M. Poutine, à qui elle vend, elle achète, elle prend de l'argent, etc. Mais elle est très affaiblie. Elle est affaiblie par la révolution, elle est affaiblie par les sanctions économiques. Les sanctions économiques, si elles sont levées, par exemple, par M. Biden, comme ils l'ont été levées même partiellement dans le JCPOA qui a été signé par M. Obama, c'est 150 milliards de dollars en cash. 10% de ce cash vient à Washington, je ne sais pas combien sont venus à Paris, pour acheter des journalistes, pour acheter des députés, pour acheter des intellectuels dans les universités, pour faire du lobbying. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe en Iran? Vous connaissez l'Iran très bien et vous suivez, je suis certain, très bien. On parle de la misère au Liban. Allez voir en Iran où est la misère. Il y a de la misère en Iran. Au Liban, il n'y a pas de misère aujourd'hui, je suis désolé. Les journalistes adorent le misérabilisme, surtout internationalement et au Liban aussi. Hein. Le misérabilisme, ça paye. Le misérabilisme, ça paye, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant en Iran. Les conditions économiques de l'Iran, du bazar iranien, qui était hyper riche, qui tenait le tiers de l'économie de l'Iran. La production pétrolière elle-même, elle a des difficultés, parce que, vous savez, des puits qui ne sont pas maintenus comme il faut, etc. Cela, en dépit des clins d'œil que font les États-Unis, ils laissent les Turcs acheter et commercer avec l'Iran. Ça aide l'Iran pour respirer. Ils laissent maintenant les Afghans traiter. Ça permet. Mais tout ça va tourner encore plus durement, plus difficilement avec la révolution. Aujourd'hui, les Balouches sont une nation comme les Kurdes. Ils sont 55-60 millions. Pas seulement en Iran, parce que vous avez l'Iran, vous avez ceux qui sont en Pakistan et ceux qui sont en Afghanistan. Et ils sont les plus extrémistes des sunnites. Les plus idéologiquement extrémistes. Parce que le sunnisme arabe est un sunnisme modéré. C'est le sunnisme du prophète et des sahaba. C'est un sunnisme modéré. Les sunnismes qui ont été exportés ont pris des traditions violentes, des lieux où elles ont été exportées à travers l'histoire. C'est pourquoi nous avons toujours été soucieux de faire toujours la promotion du mainstream sunnisme, du sunnisme fondamental que vous trouvez chez les hachémites, que vous trouvez au Azhar, bien que le Azhar parfois il est obligé de faire de la compromission pour neutraliser la puissance des affaires musulmans, qui est encore une puissance financière importante. Donc, moi je pense que l'Iran doit se soumettre ou se démettre. Et quand je parle d'émettre, je ne parle pas seulement de la chute du régime, mais de l'implosion de l'Iran en 5 États.
Donc il restera la famille royale au centre. Il sera les Bakhtiar, qui sont une grande tribu comme les de Laimi en Irak. Et les autres vont aller chacun dans sa direction. Le mot de la fin est... Et ils recevront un soutien. Pour cela, du monde arabe, ils reçoivent maintenant un soutien. Ils recevront un soutien crescendo si cette révolution continue. Vous parlez d'une division? Aider ceux qui veulent se révolter. Et je crois que c'est pas une question de division. On aide les communautés parce que le Kurde est kurde. Il faut soutenir le Kurde. L'arabe est arabe, mais c'est déjà libanisé. Regardez, suivez la révolution comme elle est. C'est le projet de toute la région, c'est de partager. Ça, c'est des théories qui sont passées depuis 200 ans, ma chère. Aujourd'hui, vous avez l'Iran en état de décomposition avancée. Parce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas de Machad gouverner tout l'Iran. Aujourd'hui, ce qui reste d'islamistes en Iran, c'est encore une région, comme se révolte à l'intérieur des prélats de Qom, des mullahs de Qom. Aujourd'hui, la majorité n'est pas khoméiniste. Moi, j'étais très proche de l'imam Moussa Sadr. Et pour lequel j'avais une admiration, une amitié formidable. Et on était voisins, mon bureau. Pour son assassinat aussi. Oh, bien sûr. Donc, l'imam Sadr, qu'est-ce qui s'est passé avec l'imam Sadr? La révolution, lui, il était dans la mouvance du mouvement de libération de l'Iran avec Bazargan et ce genre de personnalité et de caractère. Or, à Londres, à Paris, en Allemagne, aux États-Unis, on considérait que ce mouvement était un mouvement démocratique, centre-gauche, qu'il avait le soutien du Today, le parti communiste, mais qui n'était pas communiste. Donc, pourquoi pas? Il y avait ce sentiment du pourquoi pas. Aux États-Unis, le président Carter, qui est un ami très gentil et tout, ne savait pas quoi choisir. Moi, j'avais déjà parlé, j'étais très proche de Zbigniew Brzezinski, je me suis rendu d'ailleurs en Iran à ce moment-là. Carter nous avait dit, c'est fini. Le Shah, effectivement, comme il était malade depuis 1974, il a eu le même mal que Pompidou. Pompidou, avec le même médecin commun, ils avaient un médecin commun, prenait le médicament comme il lui donnait, avec une dose faible. Il n'a pas duré beaucoup, 2 ans. Le Shah, il a continué à prendre 3-4 doses, mais est devenu... Il n'était pas bon. Et quand on a négocié avec lui éventuellement que Faradiba, que la reine, soit la régente pour que Riza soit prêt, parce qu'il était encore 7 ans, je crois que 8 ans, il avait Riza à ce moment-là, et il a refusé. Il a dit, il est trop libéral. Donc, moi, quand je suis monté, quand j'ai été à ce moment-là, juste avant, à Téhéran, j'étais tenté par le coup d'État militaire. À la faveur de qui? Le chef de Air Force et de 2 autres officiers importants. Air Force, qui était très bon. Ils étaient les 3 qui ont été assassinés. Juste. Pourquoi vous croyez qu'ils étaient assassinés? Pardon? Pourquoi ils ont été assassinés? Parce que l'information a filtré. Il ne faut jamais faire confiance au service de l'enseignement. Bref, je reviens. Non, mais pour revenir à une chose, pour ce qui est de l'Iran. Moussa Sadr, n'oubliez pas. L'imam Moussa Sadr demande à Ali Khani. Ali Khani était le principal conseiller du Shah. Il avait fait des réunions à Londres avec des Américains. Et l'imam Sadr demande à Ali Khani de passer le voir à Beyrouth. Il vient chez lui à Beyrouth. L'imam Sadr était déjà paniqué. Il paniquait de voir le khoméinisme prévaloir. Parce que lui, c'est le mouvement de la libération de l'Iran. Mais le khoméinisme, c'est autre chose. C'est l'idéologie de la relance des Safaouis, de l'Empire de 1502. Donc, il lui dit,
il faut faire quelque chose, le Shah ne doit pas lâcher. Il écrit 22 pages à la main que Ali Khan devait remettre au Shah pour que le Shah fasse un printing pour le bazar et les universités et les distribue. Où il dénonce tout ce que nous avons connu par la suite. Tout ce qu'a souffert l'Iran et le mouvement de libération de l'Iran par la suite. Ali Khani amène cela au Shah. Le Shah donne à Amir Abbas Hoveyda, qui était le Premier ministre, monsieur honnête et respectable, mais comme il était Baha'i, il avait peur de l'islamisme. Et discrètement, il avait établi des relations avec le Toudé pour se protéger en tant que Baha'i. Donc il communique l'information au Toudé. Toudé panique, ils lui disent « Vous ne pouvez pas faire ça. On se débarrasse du Shah et après on verra. » Et alors il était obligé de distribuer quelques dizaines de milliers de copies, puis il est venu voir le Shah et pour lui dire la réaction était négative, elle a été en faveur de Khomeini, donc il ne faut pas continuer à distribuer. Ils ont arrêté la distribution à ce moment-là. Donc, mais les Iraniens, non, Arafat dit que c'est Kazavi qui l'a tué. C'est sous-traitance. Personne, peu importe, c'est sous-traitance. À ce moment-là, on sous-traitait. Lockerbie était une sous-traitance. Moi, j'ai négocié le rétablissement des relations entre les États-Unis et Kadhafi a donné toutes les informations et après il est devenu le meilleur allié des États-Unis. Au point que les Russes, quand ils voulaient un contrat, ils allaient chercher, c'est les Américains ou les Européens, une sous-traitance, alors qu'ils travaillaient dans le pétrole chez Kadhafi depuis longtemps. Mais vous savez qu'il est disparu dans l'Alitalia en quittant Rome pour aller chez Kadhafi. Et il paraît qu'on l'a mis dans l'acide. Vous ne saviez pas? Ça, je ne peux pas entrer dans le détail. J'ai beaucoup d'informations. Ils étaient trois, vous savez, ils étaient trois. Justement. Et les trois étaient de mes amis, donc... ma réponse est très simple. Mais je ne veux pas aller plus loin dans le détail. Mais l'imam Sadr, il a été liquidé, il n'y a aucun doute, et ses partenaires ont été liquidés également. Ça, c'est Kadhafi. Mais c'est des contrats de sous-traitance. L'affaire de Lockerbie était un contrat de sous-traitance également à Kadhafi. C'est parce que c'est les Iraniens qui ont sous-traité à Kadhafi. Parce qu'il y avait un avion, oui, dans la guerre Irak-Iran, il y avait un avion civil qui est tombé entre... dans le Golfe. Il y a un avion civil qui est tombé dans la guerre. Les Iraniens, pour prendre leur revanche, ils ont sous-traité à Kadhafi. C'était des sous-traitances. Le terrorisme, d'abord, il y a les terroristes, c'est des réseaux aussi. C'est des réseaux. Bon. J'espère que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. On peut simplement améliorer les choses. Ce sont des réseaux créés aussi par certains États. Ce ne sont pas des réseaux... Non, mais je dis, des États utilisent le terrorisme dans leur guerre. C'est quand même l'arme des pauvres, ou des faibles, ou de ceux qui sont, n'est-ce pas? Saddam Hussein a gagné la guerre contre l'Iran, il n'y a aucun doute. Mais il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège en 2008, en 1988, de croire qu'il peut tricher avec l'Occident. Il a fait une erreur grave. Moi, à ce moment-là, dans mes relations à la Maison-Blanche, des amis qui sont encore là d'ailleurs, on m'avait dit Saddam, c'est fini. Comment? On me dit oui, parce que nous avons découvert qu'il avait donné un contrat à Dumez et qu'il prétendait que c'était pour une chose et c'était pour une autre. Alors que nous avions fait un accord avec lui. Nous avons de réorganisation de l'armée, 55 divisions, organisées de telle façon, parce que eux, ils ont songé à ce moment-là de transformer l'Irak de Saddam Hussein comme policier de la région à la place de l'Iran. Mais dès qu'il y a eu une erreur, ils n'ont rien dit. Ils ne lui ont pas dit cela. Ils l'ont poussé au piège
de l'occupation du Koweït. Mais un jour, on parlera de détail. J'ai vécu le détail. Les plus belles choses ont une fin. Je vous conseille de continuer à discuter en tête à tête parce qu'il y a des gens qui ont des sujets particuliers qui n'intéressent pas nécessairement tout le monde. Roger est encore là. Non, je reste à votre disposition. J'ai appelé un dîner à l'hôtel, mais bon, c'est bon.